Confédération AES à partir de demain à Bamako. En prélude à cette session, les experts des 3 pays se sont retrouvés cette semaine à Bamako. Une rencontre suivie de la réunion ministérielle avec Luc Abaki, journaliste et analyste politique. Nous verrons les acquis de la présidence malienne de l'AES. Bonjour Monsieur Abaki et bienvenue. Oui, bonjour mon cher ami et bien de choses à tous les téléspectateurs de l'ORTM. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là ici. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali qui s'est tenu cette semaine à Bamako. La rencontre visait à échanger sur les approches permettant de répondre aux préoccupations de la jeunesse en matière de création de richesses et d'insertion professionnelle. Nous en parlerons avec Madame Diko Fatoumata Abdourahmane, présidente du comité de pilotage du symposium. Bonjour Madame Diko et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Enfin, il sera question de la table ronde sur les soins de santé primaire organisée par le ministère de la Santé et du Développement social. Des thématiques comme la santé communautaire, la digitalisation des ressources humaines ont été abordées avec comme objectif la promotion des soins de santé primaire. Nous aurons plus de détails avec notre invité, Dr Youssouf Koulibaly de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Bonjour Monsieur Koulibaly et bienvenue. Bonjour et bienvenue, merci beaucoup. Merci beaucoup. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, c'est à partir de demain ici à Bamako. En prélude à cette session, les experts des 3 pays se sont retrouvés à Bamako. Une rencontre suivie de la réunion ministérielle. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la transition, président de la Confédération AES, à l'ouverture de la réunion ministérielle. Il vous sera demandé d'examiner certains documents, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1, les projets de protocole additionnel devant régir chacun des 3 piliers, ainsi que les sessions confédérales des parlements. Il vous reviendra également d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État. Depuis sa création, la Confédération AES suscite un grand espoir auprès de nos populations. Cet espoir est l'émanation de nos idéaux d'émancipation, de liberté et d'indépendance véritable en comptant sur nos propres ressources et le génie de nos populations. En dépit des critiques et conclusions hâtives de ceux qui perçoivent le Sahel comme un espace de misère et d'instabilité, notre confédération, de par ses énormes potentialités, commence à s'imposer sur la scène africaine et internationale. Le terrorisme économique soutenu et le terrorisme médiatique auquel nous faisons l'objet depuis un certain temps vise à affaiblir le soutien dont la Confédération dispose auprès de ses peuples. Ces actes de sabotage ne sont pas simplement le fait des terroristes, mais également une confrontation pour un positionnement géopolitique visant à sauvegarder des intérêts politiques et économiques dans le Sahel. Je voudrais rendre un hommage mérité au vaillant peuple de l'AES pour son abnégation et son appui constant dans la réalisation des objectifs assignés à la Confédération. Je salue également avec une profonde admiration le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. Voilà le président de la transition, président de la Confédération AES, c'était hier, donc des propos recueillis par Yaya Konaté. Alors, Monsieur Abaki, nous venons à vous, à la création de l'AES, beaucoup d'observateurs n'étaient pas tout à fait optimistes. Alors, Monsieur Koné, vous me permettrez à l'amorce de mon intervention de d'abord remercier les autorités maliennes qui ont bien voulu nous associer à cette session de collège
des chefs d'État de la Confédération. Je pense que leur invitation marque justement leur détermination à créer, si vous voulez, un cerveau collectif autour de cette nouvelle dynamique qui a amorcé il y a de cela quelques années et qui est en train de donner véritablement des résultats vraiment probants. Comme vous le dites, évidemment, il y a cela 1 an ou plus, personne ne croyait à la capacité des dirigeants africains à initier une structure de cette nature qui puisse prendre corps et s'imposer véritablement dans le monde géopolitique, géostratégique aujourd'hui. Il se trouve qu'en moins d'1 an, les États de l'AES ont fait des pas de géant qui montrent effectivement que les dirigeants africains, une fois qu'ils se décident à agir véritablement, peuvent franchir des pas de géant et réussir le pari de l'épanouissement de leur peuple, du développement de leur pays en restructurant leur société et en faisant de sorte qu'ils puissent avoir des projets structurants qui ont un impact direct sur leur population. C'est vraiment un pari véritablement relevé à ce moment-là. Parce que c'était pas évident, on se disait toujours 3 pays qui n'ont pas un niveau de développement avancé, qui se mettent ensemble pour créer une organisation de ce genre. Absolument. C'est dire que, en fait, vous savez, nos pays ont toujours été inhibés par les puissances impérialistes qui nous ont toujours donné le sentiment que l'Afrique est un espace où les citoyens n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des initiatives porteuses qui puissent avoir des résultats probants en termes de gouvernance, en termes de leadership, en termes de capacité à créer la richesse et à épanouir véritablement les populations. Ce travail qui a été fait par les pays de l'AES, qui est un travail véritablement pionnier en matière d'épanouissement et de développement de nos pays, montre clairement qu'en fait, c'est parce que nous avons, notre foi en nous a été galvaudée, nous n'avons pas compris qu'il fallait véritablement nous assumer par nous-mêmes parce que nous sommes des êtres à part entière, dotés de facultés et que notre vocation en réalité, c'est de réfléchir pour impacter notre environnement. Ce travail qui a été fait est un exemple patent et nous sommes convaincus que c'est un pari qui sera donc non seulement réussi, mais qui aura une forme de métastase sur le continent africain. Parce que pendant des décennies, nous avons été inhibés. On a comme le sentiment que, avec la traite négrière, la colonisation, etc., le citoyen africain n'a pas la capacité de croire en lui et de prendre des initiatives qui soient porteuses. Ce travail pionnier est un travail d'exemple et véritablement inspirant qui doit pouvoir faire une forme de métastase sur l'ensemble du continent et je pense que c'est à féliciter. Et parce qu'il y a eu des obstacles et les obstacles vont encore exister, vont persister encore. Ces obstacles ne vont d'ailleurs pas manquer. Vous savez, la vie n'aurait aucun sens si elle était linéaire. Il me semble que ce sont ces obstacles-là qui amèneront les leaders africains à se déployer davantage, à utiliser l'énergie du désespoir que les impérialistes tentent de créer en nous pour contrer justement ces genres d'attaques qui sont donc initiées exprès en vue de maintenir nos États dans l'instabilité, dans la vassalité, dans l'incapacité d'une gouvernance qui soit saine et constructive. C'est fait exprès parce qu'en réalité, les impérialistes n'ont de raison d'être qu'à partir du fait que nos États ne sont pas stables et n'ont pas une capacité à se construire par eux-mêmes. Et donc, ils légitiment leur présence sur nos territoires parce qu'en réalité la science infuse viendrait d'eux, parce que c'est eux qui seraient dépositaires de l'intelligence, etc. Aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont prises et les actions porteuses qui sont menées par les dirigeants de l'AES montrent en réalité qu'il y a une courbe inverse qui peut être développée et construite. Et je pense que c'est vraiment à mettre à leur actif et nous espérons que ce travail qui est en train d'être fait et qui va d'ailleurs aller en s'amplifiant va inspirer l'ensemble des dirigeants africains qui devront désormais prendre à bras le corps les défis qui se présentent à eux parce que le continent africain est le continent le plus gâté en termes de ressources, en termes de potentialité, en termes d'atouts naturels, etc. Il est question alors pour nos dirigeants de projeter une lumière qui éclaire l'esprit de l'ensemble des citoyens afin que ceux-ci s'approprient l'ensemble des défis et des enjeux qui se présentent donc à ces continents-là, de sorte que désormais l'Afrique puisse se construire par elle-même et qu'on commence à s'imposer dans le monde géopolitique. Et on voit aussi qu'il y a toujours des attaques terroristes dans nos États, au Mali, au Burkina, au Niger. C'est peut-être pour empêcher que l'AES réussisse. C'est une évidence, c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez que, en réalité, lorsque le Mali faisait face aux terroristes, d'ailleurs,
d'où est venu le terrorisme dans les pays de l'AES. Vous vous rappelez très bien comment les forces impérialistes, notamment la France, avec ses alliés de l'OTAN, ont déstabilisé la Libye. Et on a déversé sur le sol sahélien les terroristes qui sont d'ailleurs bichonnés, entretenus et encadrés de sorte qu'ils puissent semer la terreur sur ce territoire-là et créer l'ingouvernance de ces États. Et donc, si aujourd'hui, malgré les efforts louables et remarquables qui ont été consentis par les pays de l'AES, il y a encore des attaques, vous comprenez bien que ces terroristes-là sont suffisamment entretenus par les puissances impérialiste. J'en veux pour preuve la plainte qui a été déposée par le Mali, vous vous rappelez, il y a 2 ans, auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France, parce que justement, il a été documenté que la France est d'intelligence avec les terroristes. Et donc, ce n'est plus un secret aujourd'hui, puisque ces terroristes-là, qui sont traqués régulièrement par les puissances et les forces de l'AES, disposent aujourd'hui des moyens de plus en plus sophistiqués et puis donc ont toujours la possibilité, même s'ils sont désarçonnés, désaxés, déroutés, il n'y a plus de sanctuaires, il faut le dire, mais ils posent des actes désespérés en perturbant le circuit, par exemple de distribution du carburant, en perturbant justement la quiétude de la population. En fait, tout cela, ce sont des actes désespérés visant à créer le doute au sein des forces d'abord de défense et de sécurité, mais aussi au sein de la population, de sorte que cette dynamique unitaire, parce qu'en réalité, l'un des secrets majeurs des dirigeants de l'AES, c'est d'avoir réussi le pari de créer une forme de synergie entre eux, leaders, et la population. Et donc, la population constitue du coup leur bouclier de base. Et cette population-là est rentrée dans la dynamique et s'approprie justement les enjeux et les défis. Et ça, c'est une force incroyable qu'il faut faire tout pour défaire, pour déstructurer, parce qu'une fois que cette dynamique-là est maintenue sur le long terme, le pari du développement, le pari de l'épanouissement, le pari de la construction de ces États-là est tout à fait gagné. Et donc les puissances occidentales le savent. Et c'est pour cela qu'ils font tout pour maintenir justement ces attaques-là, avec l'espoir que ça pourrait réussir, renverser la tendance, puisque c'est ce qu'ils ont fait depuis des décennies pour pouvoir maintenir nos États dans cette situation. Et parlons à présent du bilan de la présidence malienne de l'AES. Il y a 3 aspects. Il y a la diplomatie, il y a le volet défense et sécurité, et puis le volet développement. À propos du volet diplomatie, quels peuvent être les acquis? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis selon vous? D'abord, de manière générale, vous savez qu'il y a l'hymne de l'AES qui a été adopté, il y a le drapeau, il y a un certain logo, etc. Maintenant, sur le plan de la diplomatie, je pense que c'est un des paris majeurs qui a été réussi par une dynamique qui permet aujourd'hui, dans le monde géopolitique et géostratégique, de parler de l'AES. L'AES s'est imposée de façon littérale, de sorte que ces puissances impérialistes là qui parlaient avec condescendance, avec arrogance, avec suffisance vis-à-vis des pays de l'AES mesurent désormais leur langage parce qu'il y a de la réciprocité, il y a le répondant. L'AES s'est montré véritablement dynamique avec un diplomate comme Abdoulaye Diop, que je salue au passage, et les autres du Burkina Faso et du Mali. Ils ont de façon farouche défendu la cause du Mali et enfin des pays de l'AES, qui est très bien entendu désormais dans les instances internationales, comme les Nations Unies, et même auprès des puissances, ou du moins des prétendues puissances occidentales. Je crois que c'est une très grande fierté. Et ce qui est intéressant encore, c'est que de façon structurelle, l'AES a compris qu'il faut travailler de façon méthodique. Aujourd'hui, il y a des sessions parlementaires de la Confédération. Il y a un certain nombre de choses qui se font de façon unitaire et l'AES parle d'une seule voix. Je pense que c'est un exercice extrêmement salutaire parce que c'est ce qui a manqué aux États africains. Le fait qu'on nous ait divisé, balkanisé nos territoires a fait qu'il y a un individualisme pernicieux qui a été incrusté dans nos structures et donc nos voix ne portent pas. Aujourd'hui, un espace de près de 70 millions, avec près de 2 millions et quelques de kilomètres carrés, parle d'une seule voix auprès des instances internationales. Je pense que c'est une force irréfutable et une fois qu'elle est maintenue et qu'on persévère dans ce sens-là, il faut s'attendre à ce que désormais, dans les instances internationales, qu'on parle en premier, en tout cas de l'AES, parce que l'AES fait aujourd'hui la fierté, non pas seulement de l'Afrique, mais de l'ensemble du monde, en tout cas géopolitique, qui est de bonne foi et qui comprend qu'il faut toujours mettre l'être humain au cœur
de toutes les préoccupations. Parce qu'on a vu aussi que le drapeau de l'AES a flotté dans certains pays, Absolument, dans certains pays partenaires. C'est une fierté. Ouais. C'est donc pour dire qu'il suffit en fait d'avoir de l'audace et d'avoir des convictions qu'on assume, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves par lesquelles on doit passer, il faut avoir dans la vie des convictions. Et ceci est encore plus vrai dans le contexte des leaders d'Africains. Nous avons tendance à cultiver une certaine forme de facilité et lorsqu'on se heurte à une petite difficulté, on démord et puis on renonce à tout ce qu'on avait planifié comme rêve, etc. La vérité qui concerne les pays de l'AES, c'est que les dirigeants là ne sont pas dans le sensationnel. Ils ont pris cette initiative par conviction. Et lorsque vous êtes dans la conviction et vous déployez tout votre être, les actes que vous posez ne visent pas à plaire à quelqu'un. Ce qui était le cas pour l'ensemble de nos dirigeants par le passé. Parce que quand il faut diriger, il faut prendre une décision politique, c'est de voir, est-ce que ça va satisfaire Paris? Est-ce que ça va enchanter tel leader du monde, etc., etc. Ici, ils ont une préoccupation majeure. Il faut d'abord dénouer les nœuds qui ont été confectionnés de façon pernicieuse et pécamineuse par les puissances occidentales en vue d'enlever aux citoyens africains sa capacité d'action. Et donc, à partir de cet exercice-là, leur préoccupation, c'est d'épanouir leur peuple. Et ils ont compris qu'il faut en faire leur bouclier. Et la population, en restant dans cette dynamique d'ensemble avec leurs dirigeants, est en train d'accompagner véritablement ces initiatives qui constituent finalement un miracle pour beaucoup de citoyens qui ne croyaient plus à la capacité des citoyens d'Afrique à se construire par elles-mêmes et par eux-mêmes et à donc prendre des décisions qui vont même à l'encontre des décisions des puissances occidentales, etc. Qui l'aurait cru qu'un pays africain qualifié comme pauvre et sombrant dans la précarité serait capable de prendre une décision farouche en une journée, de faire déguerpir près de 15 000 puissances forces extérieures. Vous vous rappelez bien la force Takuba, la force Barkhane, vous vous rappelez la MINUSMA, près de 15 000 forces extérieures qui avaient pris siège au Mali avec la prétention, avec la prétention de lutter contre le terrorisme. En réalité, au bout du compte, le président Assimi Goïta s'est rendu compte en fait que c'était un jeu de dupes. C'était de la fourberie. La preuve a été établie qu'ils étaient plutôt de connivence avec les terroristes, etc. Et donc, c'est dire que cette décision courageuse qui a consisté à faire déguerpir ces puissances occidentales-là, mais à ce moment, nous tous, on se disait, ah oui, mais quelle est cette audace? Est-ce qu'ils pourront réussir? Aujourd'hui, les pays de l'AES, dès l'instant qu'ils se sont mis ensemble, ils ont restructuré leur armée, équipé leur armée, etc. On voit qu'ils ont plus de réussite, plus de résultats que plus de 30 ans de gouvernance de nos pays avec la présence des forces extérieures. Et donc, ça veut dire que, en réalité, cette malice a été déboutée et vraiment on ne peut que s'en féliciter. Et vous avez évoqué l'aspect de parler d'une seule voix. On a constaté que souvent, lors de certaines rencontres internationales, l'AIS fait porter sa voix par une seule personne. Absolument. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est pas évident. C'est un acquis remarquable et ça ne fait que nous enchanter. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que citoyens, leaders d'opinion, ne faisant même pas partie des pays de l'AES, nous sommes engagés. Vous voyez bien comment les actions des pays de l'AES ont suscité une certaine effervescence au sein de l'opinion africaine. Vous allez voir des médias qui sont très loin des pays du Sahel, mais qui sont résolument engagés pour la cause justement des pays de l'AES. Pourquoi? Parce que justement, le combat que mènent les pays de l'AES, c'est un combat qui relève d'abord du bon sens. Mais c'est aussi un combat qui relève de l'humanité même des citoyens africains. Puisque, en réalité, ce qu'on a réussi pendant des décennies contre les citoyens africains, c'est de lui enlever son humanité-là. Et ce travail-là, très efficace et méticuleux, qui est en train de s'opérer aujourd'hui au niveau des pays de l'AES, vise à restaurer le citoyen africain dans son écosystème normal, qui lui permettra d'optimiser ses facultés et donc d'agir en tant qu'individu à part entière, capable justement d'impacter non seulement son environnement immédiat, mais l'humanité dans son ensemble. Et un autre aspect important en termes d'acquis, c'est le fait que les trois pays aient réussi à mettre en place une défense commune. Absolument. Ça, c'est un bilan important, c'est un acquis important. Reconnaissons d'emblée que la première cause qui a amené d'abord les trois dirigeants à la tête de leur pays
Et le fait qu'ils aient décidé d'agir ensemble, c'est la question de la sécurité. Parce qu'en réalité, l'identité Mali, l'identité Burkina Faso, l'identité Niger était littéralement menacée par les forces impérialistes qui ont décidé de financer des voyous pour désarticuler ces États-là. Et donc, le travail de base a été un travail vraiment salutaire sur le plan de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, les résultats auxquels ils sont parvenus sont plutôt émerveillants et montrent qu'en réalité, ce qui nous manque en réalité, c'est l'audace, c'est l'engagement, c'est la détermination. Ce travail-là, vous avez vu, ils ont mis une force unifiée qui a permis donc d'élaborer des stratégies de contre-attaque et même d'anticipation contre les plans justement des terroristes. Au-delà de cela, ils font un travail commun pour s'entraider, pour mener un certain nombre de choses. Et donc, quand on dit en général que c'est l'union qui fait la force, ce n'est pas un slogan juste dans l'air. Elle est sortie de la science de la vie. Parce que nous devons comprendre que seul, oui, on peut aller peut-être vite, mais à 2 ou à 3, on va véritablement loin. Et les pays de l'AES sont en train d'exhumer ces principes naturels en l'Africain. Et donc, ce sont des exemples suffisamment patents. Je pense qu'aujourd'hui, ces terroristes-là qui sont désarticulés, désaxés, déroutés, et qui sont obligés de mener des actions de désespoir, savent très bien qu'ils ne peuvent plus avoir du terrain conquis, ils ne peuvent plus avoir de sanctuaire, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. La zone des 3 frontières, qui était vraiment l'épicentre des attaques terroristes, est en train d'être désamorcée et sécurisée, justement par ces forces-là. C'est grâce à cette dynamique unitaire que nous n'avons pas d'autre choix que de saluer. Et le fait aussi que les 3 pays mènent des opérations conjointes et se sont équipés véritablement. Absolument. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais pourquoi nous parlons de miracles? Pendant longtemps, on nous a parlé des forces extérieures qui étaient déjà là et où on n'avait pas de résultats. Mais pour nos États, le plus souvent, on se dit, ah oui, lorsque vous n'êtes pas alité financièrement, économiquement par la puissance occidentale, vous n'avez aucun moyen de défense, etc., etc. Comment il se fait que pendant qu'on a d'abord rompu toutes les aides budgétaires, on a écarté toutes les forces extérieures, c'est en ce moment que les 3 pays ont été capables de se rééquiper de façon extraordinaire, plus que même 30 ans cumulés de gouvernance. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'en fait, qu'il y a un génie africain, il y a une potentialité en nous, et que c'est une question de leadership. Et ce leadership-là permet de libérer les énergies autour, de créer un cerveau collectif et donc d'atteindre des résultats véritablement probants. Je pense que c'est un rêve qui est en train de se matérialiser à travers les actions que mènent les pays de l'AES. Et je pense que c'est une fierté pour nous d'ailleurs de parler de ce sujet-là et donc d'accompagner ces gens d'action parce que nous nous sentons en tant qu'humains le besoin d'être fier d'appartenir à quelque chose de noble. Et en cela, je pense que les pays de l'AES sont en train d'exhumer cela en nous, et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on accompagne ça. Et ils ont pu s'équiper véritablement parce qu'ils ont maintenant des partenaires quand même en qui ils font confiance et qui leur font confiance aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu du partenariat entre ces pays-là et la puissance occidentale. Sauf que ces partenaires n'étaient pas de bonne foi. Ils étaient animés par un sentiment plutôt funeste qui consisterait donc à les maintenir dans une forme de vassalité, de sorte qu'il y ait toujours cette domination, cette hégémonie, cette influence, et où donc seules leurs voix se vont porter auprès des instances internationales, et où ils vont choisir, si vous voulez, les leaders qui vont parler au nom des peuples d'Afrique. Le général Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abderrahmane Tiani ont eu la lucidité de couper ce cordon-là et de nouer justement des relations gagnant-gagnant avec de nouveaux partenaires qui n'ont pas une histoire aussi funeste et pernicieuse contre l'Afrique. Je parle par exemple de la Russie, qui n'a jamais qui n'a jamais colonisé un pays africain. Au contraire, qui a toujours accompagné des luttes de libération sur nos continents. C'est dire qu'en fait, dans ce monde, il y a effectivement des leaders qui sont profondément humains et qui comprennent que la seule vraie richesse qu'il faut épanouir, c'est l'être humain. Et donc, ce que les nouveaux partenaires des pays de l'AES sont en train de faire nous prouve qu'en réalité, c'est parce qu'on n'avait pas cherché loin. On n'avait pas l'audace d'aller vers des partenaires sérieux. Et ces partenariats-là, il me semble, sont vraiment constructifs parce qu'ils permettent aussi
aux États, aux citoyens africains de comprendre qu'ils ont du génie et qu'ils peuvent, parce que vous voyez désormais, on commence à monter des armes, par exemple au Mali, des blindés au Burkina Faso, etc. Ça veut dire qu'ils nous laissent la liberté de profiter donc de des technologies. Il y a un transfert de technologie et il y a une capacité et donc à initier et à se développer. Et je pense qu'à ce rythme-là, dans les 10-15 ans à venir, on aura des puissances en Afrique qui vont renverser la tendance et qui vont faire véritablement plier ceux-là que nous considérons de façon un peu trop exagérée comme étant des puissances du monde. Troisième volet, le volet développement. Là aussi, vous avez relevé des acquis ou en tout cas des progrès. C'est extrêmement important. Vous savez, vous ne pouvez pas mener un combat contre une puissance occidentale qui est déjà suffisamment grande, qui est suffisamment organisée et structurée sur le plan économique et sur tous les plans, si sur le plan endogène, vous ne comprenez pas que le peuple qui vous soutient, que le peuple sur lequel vous vous appuyez, qui constitue votre bouclier, doit être lui aussi épanoui. Et donc, voilà pourquoi le volet du développement devient un volet névralgique important et essentiel pour les pays de l'AES. Et en cela, on ne peut que saluer toutes les actions visionnaires qui sont menées. J'en veux pour preuve l'inauguration donc de la banque, la banque confédérale pour l'investissement et le développement qui sera fait donc par ces chefs d'État-là. En réalité, pourquoi? Parce qu'en réalité, tous les projets dans les pays africains étaient financés de façon quasi systématique par les institutions internationales avec des conditions coercitives qui enlèvent à nos États leur souveraineté. Dès l'instant où ces pays-là, ces trois pays, font d'ailleurs le miracle de mettre en place une banque avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Une première. Jamais je vais juste rappeler que avec les fonds, dans cet espace, les fonds des trois pays, oui, bien sûr. Dans notre espace, pour créer une banque, il suffit de disposer de 10 milliards. Jusqu'à une date récente, c'était même 2 milliards. Ils ont porté ce chiffre à 10 milliards il n'y a même pas longtemps. Mais les pays de l'AES, au regard de leur vision, au regard des défis qu'ils ont à relever, mettent leur capital de base à 500 milliards, mobilisés sur des ressources endogènes. Qui l'aurait cru? Que des pays qui ont été sevrés des accompagnements grotesques d'hier seraient capables, en moins d'un an, de mobiliser des ressources de cette manière. Ils ont pu effectivement cibler des projets structurants dans l'aéronautique, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'agriculture, que cette banque va financer de façon littérale. Voilà qui donne la preuve, qui font preuve d'intelligence et d'action. Vous savez, notre défi, c'est de réussir à développer l'intelligence des situations. Et cette intelligence-là, nous la percevons justement dans le leadership des pays de l'AES, parce qu'à partir de ces trois axes-là, ils vont réussir le pari, en tout cas de changer la donne. Et quand on parle de banque confédérale, il y a certains qui estiment que ça va aboutir à la création d'une monnaie commune. Est-ce que ça, c'est envisageable actuellement? C'est une démarche inévitable. Ouais. Parce qu'en réalité, le franc CFA dont nous disposons ici est un franc issu de la colonisation. Et c'est comme une forme de guérite qui a été mise en place par la France pour contrôler notre économie. Alors, la monnaie est tributaire de la souveraineté de tous les pays. Il n'existe pas un seul pays qui a réussi le pari de se développer véritablement sans disposer de sa monnaie. Et donc, il est clair que la démarche méthodique qui a été conduite par les trois leaders de l'AES va aboutir inévitablement et immanquablement à la mise en place de la monnaie de l'AES. C'est un passage obligé pour assumer entièrement notre souveraineté et pour éviter que les yeux malveillants puissent regarder de près le fond de nos ressources et de notre économie. On va revenir à vous, M. Abaki. Juste le temps de faire réagir Mme Diko par rapport aux acquis de l'AES. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci bien, M. Koné. Merci à mon voisin. Merci. Je crois que par rapport aux acquis, nous pensons déjà qu'il y a les acquis sont déjà concrets, parce que nous venons de terminer il y a juste un mois, jour pour jour, le premier salon international AES, qui a regroupé plus de 5000 ressortissants de nos trois pays, des entrepreneurs, des start-up, et pratiquement les ministres de tous les trois États, et même loin de chez nous, à savoir un roi du Ghana.
Donc chez nous, l'intégration permettra, comme il l'a dit, je l'ai relevé, un des défis du symposium, c'était le manque de banque d'investissement. Et cette banque d'investissement qui est née permettra de financer des projets structurants. Parce que toutes les banques que nous avons sont des banques commerciales qui ne permettent pas de financer les projets des jeunes et des femmes. Et Dr Coulibaly, vous avez aussi retenu quelques acquis. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Je pense que ça aussi c'est un élément important, même dans le domaine de la santé. Je pense que les ministres de la Santé se sont réunis au Niger et ont déjà pris des décisions par rapport à la mise en œuvre des activités, surtout essentiellement dans le domaine de la surveillance épidémiologique, qui a été vraiment bien discuté, parce qu'il faut qu'au niveau de ces trois pays, qu'il y ait un même mécanisme. Donc il y a déjà des plans d'action à mettre en œuvre dans le cadre de la santé. Nous pensons que c'est un événement important. Et je voulais juste ajouter aussi qu'il faut penser que je pense que c'est la même ferveur, je ne suis pas historien, mais que nous avions eu au début des indépendances. Nos pères de l'indépendance avaient les mêmes visions par rapport à nos pays. Cela, au fur et à mesure des années, a été escompté. Donc, nous sommes en train de voir qu'actuellement, ces trois présidents sont en train de mettre également cette même vision qu'avaient les ferveurs des pères de l'indépendance. Donc, nous pouvons espérer que ce serait vraiment une situation qui va être retenue et que nous prions pour que vraiment la base qui doit être mise en œuvre soit vraiment une base très claire et pour que ça puisse être pérennisé pour nous les autres qui seront là. Merci. Nous allons revenir encore à vous, M. Avaki, mais nous partons pour autre chose, comme on a parlé d'emploi et de santé. Nous allons parler du symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali, qui s'est tenu cette semaine à Bamako. L'initiative du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il s'agissait d'engager une approche intégrée par la gouvernance locale, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'innovation, pour répondre aux préoccupations de la jeunesse en matière de création de richesses et d'insertion professionnelle. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui représentait le Premier ministre. Suivant ce reportage de Youssouf Diakité, on se retrouve juste après. Passer d'un entrepreneuriat de survie à un entrepreneuriat productif, véritable moteur de création d'emplois. Voilà la substance de ce symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. Une approche intégrée par la gouvernance locale, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'innovation. Le symposium est opérationnalisé avec la pleine participation du secteur privé. C'est un sujet national puisqu'il s'agit quand même de donner des opportunités à la jeunesse malienne, de donner de l'espoir. Et nous savons que c'est un grand chantier. Et quand on ramène ce chantier à des sujets plus spécifiques que portant sur la gouvernance locale, sur l'insertion professionnelle, sur la formation technique, sur l'innovation, sur la capacité donc à créer ce mécanisme qui va permettre de donner un débouché à notre jeunesse. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, initiateur du projet, rassure que les recommandations issues des travaux seront opérationnalisées et constitueront une feuille de route pour le département. Je me réjouis de la mobilisation remarquable de l'ensemble des acteurs ici présents, représentants de l'État et des collectivités territoriales, secteur privé, organisations de la société civile, chercheurs, experts et partenaires au développement. Votre présence traduit une conviction partagée. L'emploi est l'un des leviers les plus déterminants pour la stabilité sociale, la cohésion nationale et la paix durable. Les travaux présidés par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, saluent la pertinence de la thématique choisie et la détermination du département de l'entrepreneuriat à répondre avec pragmatisme aux préoccupations relatives à la création de richesses. Le symposium national pour l'accroissement des opportunités d'emploi a été mis en place pour permettre à tous les acteurs concernés par les questions d'emploi et de formation de réfléchir aux stratégies opérationnelles à mettre en place au niveau local, régional et national dans le but d'améliorer les résultats des politiques publiques. Il s'agit notamment de la politique nationale de l'emploi, de la politique nationale de la formation professionnelle, de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et des schémas directeurs régionaux.
L'un des objectifs majeurs de ce symposium, faut-il le préciser, c'est de permettre aux experts de réfléchir sur les mécanismes de création de richesses en faveur d'une jeunesse malienne en constante croissance. Madame Diko, vous venez donc d'organiser ce symposium sur l'accroissement des opportunités d'emploi. Et d'aucuns diront encore un forum de plus. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Oui, je crois que c'est là notre défi. Parce que ça revient à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas un forum de plus? Est-ce que ce n'est pas des recommandations qui seront dans les tiroirs? J'ai dit non. Et c'est un défi pour nous, votre question. Et vous l'avez dit, ça a été rappelé dans les reportages, c'est un symposium. Et la thématique, c'est approche intégrée par la gouvernance locale, la formation professionnelle, la stratégie, l'entrepreneuriat et l'innovation. Intégrer veut dire quoi? Intégrer, ça veut dire qu'auparavant, chacun réfléchissait de son côté. Cette fois-ci, nous avons mis en place un cadre. Nous avons appelé un dialogue social sur l'emploi. C'est vraiment le dialogue sur l'emploi qui a mis en place les parties suivantes. D'abord, le gouvernement, madame l'a rappelé, à travers nous-mêmes et les représentants de tous les départements ministériels. Le secteur privé, qui est le moteur de création d'emplois. Faut tout rappeler que l'emploi ne se crée pas dans les bureaux. L'emploi ne se crée pas dans un ministère. C'est le secteur privé qui est le promoteur de l'emploi. Donc, le gouvernement, le secteur privé, les universitaires et les collectivités. Et l'emploi se crée à travers les chaînes de valeur, et les chaînes de valeur se développent à partir de la base. Donc, je puis vous rassurer, M. Koné et tous les téléspectateurs, que ce n'est pas un forum de plus. Et le niveau de, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un symposium qui a regroupé, qui s'est déroulé autour de 5 panels thématiques. Donc, tous les acteurs que vous avez étaient autour des panels et 15 communications des universitaires. Parce qu'ils font de la recherche et leur recherche reste à leur niveau. C'est ce qui a fait que c'est un symposium qui a rassemblé tout ce beau monde pour ressortir des recommandations qui, à notre sens, est ce qu'on recherche. Et j'ai appuyé quand mon voisin a parlé de banque d'investissement parce que c'est revenu pratiquement dans tous les panels, c'est revenu de tous les communicateurs qu'on doit sortir du financement par les banques commerciales. Et vous avez parlé aussi de l'implication du secteur privé. Est-ce que c'est nouveau ou alors est-ce que vous voulez impliquer le secteur privé davantage que par le passé? Davantage parce que cette fois-ci, j'allais dire davantage. Parce que déjà, nous avons un cadre partenarial avec le Conseil national du patronat et nous avons déjà organisé un atelier pour qu'on aille ensemble. Mais cette fois-ci, c'est ces parties-là qu'il faut mettre ensemble. Les collectivités, parce que c'est d'eux que doit partir la création d'emplois. C'est là où vous parlez d'approche locale. D'approche locale, donc c'est les collectivités. C'est les collectivités. Mettre ensemble les collectivités, le secteur privé, les universitaires et le gouvernement pour réfléchir ensemble. C'est toujours entre gouvernement et secteur privé, peut-être mais pas les universitaires, le secteur privé, le gouvernement et le patronat ensemble. C'est ça en fait l'innovation. Et tous ces panels étaient... Les 4 parties, jusqu'à 5 souvent, sont autour des panels. Et les communications sont faites, présentées peut-être par un universitaire, mais c'est un travail collectif au niveau des universités qui ont donné des résultats, mais ces résultats étaient inexploités par les pouvoirs publics. Vous pensez qu'à partir de ce symposium, il y aura beaucoup plus d'emplois créés au Mali? Oui, le symposium sur l'accroissement des opportunités d'emploi. Donc déjà, il y a des emplois, mais certainement qu'on pourrait avoir un effet multiplicateur si toutes ces parties étaient ensemble. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le patronat nous dit que nous n'avons pas les ressources dont nous avons besoin pour faire fonctionner nos entreprises. Et les entreprises minières font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Parce que tout simplement, les besoins du marché du travail, donc les besoins du secteur privé ne sont pas connus pour que nous, formation professionnelle, éducation et enseignement supérieur, puissent
mettre sur le marché ses besoins, mettre sur le marché du travail les besoins de ces entreprises. Donc maintenant que nous sommes ensemble, ça va créer plus d'emplois. Donc, pas accroître, mais plus d'emplois. Parce que déjà, il y en a, mais nous, en termes d'emploi, nous souhaitons que ce soit des emplois décents, des emplois qui vont avec la croissance. Parce que souvent, nous parlons d'une croissance de souvent jusqu'à 6% qui n'a pas d'effet sur l'emploi. Sinon, chaque fois qu'il y a croissance digne du nom, ça va avec l'accroissement des opportunités d'emploi. Et la ministre de l'Emploi, dans son intervention, a parlé de l'emploi comme levier pour la stabilité, pour la paix, pour la cohésion sociale. Et comment vous expliquez cela, vous interprétez cela? Nous l'entreprenons et nous avons toujours dit que l'emploi est la porte d'entrée de l'insécurité et la solution aussi à la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons, il l'a dit, nous avons plus de 70% souvent de jeunes dans certaines localités et 60%, c'est le chiffre, 60 à 65% que donne l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Et sur ces 60% de jeunes, plus de 30% ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi. Donc tous ces trois nids-là, c'est vraiment des terreaux pour recruter tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Que ce soit dans le cadre de la lutte contre la drogue, l'insécurité, tout ce qui s'ensuit, ça passe par là. Donc, dire que c'est un levier, nous avons dit tout au long de ce symposium que l'emploi est le cœur. Est le cœur pour sortir de l'insécurité. Et nous nous réjouissons que sur les 3 D, le dernier D, c'est le développement. Et quand il y a développement, c'est à travers les entreprises et tout ce qui s'ensuit. Et qui dit entreprise parle de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est l'accroissement des opportunités d'emploi. Merci, Madame Digo. Comme on n'est plus par le temps, on va passer d'abord à notre troisième sujet, et puis on reviendra à vous. Le troisième sujet, c'est dans le cadre de l'amélioration de la santé, la couverture sanitaire universelle. Le ministère en charge de la Santé a organisé cette semaine une table ronde sur les soins de santé primaire, la santé communautaire, la digitalisation, les ressources humaines, entre autres, étaient au centre de cette rencontre avec comme objectif la promotion des soins de santé primaire. Koumba Sissé nous en parle dans ce reportage et on revient sur le plateau. Les acteurs des collectivités territoriales, les chefs de services régionaux et nationaux, partenaires, ainsi que les représentants du ministère en charge de la santé, tous réunis autour d'une table pour échanger sur l'amélioration des soins de santé primaire au Mali. Les acteurs de la santé sur le plan international ont reconnu que les soins de santé primaire constituent le fondement de tout système de santé équitable, résilient et durable, et se sont engagés à faire des soins de santé primaire un pilier essentiel vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Le Mali, pionnier en la matière, a su traduire ses engagements en actes. L'un des actes forts, présentement, est la mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté, avec le recrutement de plus de 5000 agents de santé communautaire pour atteindre les populations éloignées et vulnérables. Le chef du quartier de Bankoni a exprimé sa satisfaction pour la création de la première association de santé communautaire, un acte qui a été et continue d'être un grand soulagement pour la population. La première Asakoba a été créée à Bankoni en 1989. À l'époque, nos femmes accouchaient à l'hôpital Gabriel Touré et elles cotisaient tous les mercredis et faisaient appel à un docteur pour venir s'occuper de leur consultation prénatale. Cela a continué jusqu'à la création des Asakoba. Pour une couverture sanitaire universelle et réussie, le Mali a dans sa politique nationale la promotion des soins de santé primaire. Le Mali a enregistré une chute spectaculaire de la mortalité infantile avec une réduction de près de 55% entre 1990 et 2025. Et une baisse progressive de la mortalité maternelle avec une réduction d'environ 60%, 62% sur la même période. Le système de santé malien reste encore confronté à de nombreux défis.
Avant de visiter les stands, le colonel-major Assaba Diallo Touré a clôturé son discours en remerciant et félicitant le corps médical pour les efforts qu'il ne cesse de fournir au quotidien. Elle a aussi souligné que l'exercice de la profession d'agent de santé demande de la détermination, une détermination qui reste le maître mot pour gagner le pari de la couverture sanitaire universelle. Docteur Koulibaly, les soins de santé primaire, on dit que c'est la base, mais qu'est-ce que vous faites concrètement à ce niveau, puisque c'est la base? Et merci beaucoup. Et tout d'abord, avant de commencer, permettez-moi de remercier notre ministre de la Santé et du Développement social, qui en tout cas m'a autorisé à venir à ce studio. Effectivement, je pense qu'il faut commencer par depuis 1978, si nous voulons faire un peu d'historique en matière de soins de santé primaire. Et il y a eu une conférence en 1978 à Alma-Ata, c'était en Union soviétique, et en 1978, et qui a prôné vraiment les soins de santé primaire comme un outil qui permet à toute la population d'avoir accès aux soins. Donc c'est de là qu'est partie l'histoire des soins de santé primaire. Et nous avons évolué jusqu'à le Mali, dès son retour, à organiser un séminaire, un deuxième séminaire national, parce que le premier séminaire des agents de la santé a été organisé en 1964, et en 1978, dès le retour, un deuxième séminaire a été organisé. Et de là, vraiment, il a été lancé les jalons des soins de santé primaire, qui a commencé d'abord par la création des secteurs de base pour mettre en place des dispensaires ruraux, les maternités ruraux, et avant d'aboutir à ce que nous appelons actuellement la mise en place des centres de santé communautaires, dont le premier a été mis en œuvre en 1989. À Bankoni. À Bankoni. Oui. Mais il faut se dire que les soins de santé primaire, habituellement on dit, bon, pas à la baisse, parce que c'est les soins de santé primaire, c'est des soins, nous pensons qu'ils doivent être accessibles à tout individu, à tout le monde et à tout endroit où il en a besoin par rapport à cela. Donc pour cela, il faut avoir des infrastructures. Et le Mali est parti sur cette base pour la construction des centres de santé communautaires qui a commencé en 1989 et qui a évolué jusqu'à nous. Et aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a beaucoup, de centres de santé communautaires, les ASACO, comme on dit. Aujourd'hui, bon, les ASACO, c'est des associations qui gèrent les centres de santé communautaires. Mais les centres de santé communautaires, selon l'annuaire statistique de 2024, nous étions à 1676 CESCOM aujourd'hui, répartis dans tout le territoire national. Et avec un équipement et des personnels bien adaptés qui permettront de faire la prise en charge de la plupart des soins de base. Mais c'est géré par des associations, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que l'État est impliqué dans la gestion de ces centres de santé communautaires? Et bien sûr, parce que c'est l'État qui permet, à travers son service de développement social et ses services techniques, qui permettent de faire l'approche communautaire. Parce que on ne peut pas se lever comme ça et construire des centres de santé communautaires. Pour construire des centres de santé communautaires, il y a des critères. Il y a des critères d'accessibilité géographique, il y a des critères populationnels, il y a aussi tout un aspect d'acceptation par la communauté. Parce qu'il faut que les communautés se réunissent, créent eux-mêmes leur association de santé communautaire, et c'est sur cette base que l'on évoque la mise en place. C'est vrai que l'État autorise, mais est-ce que l'État apporte aussi un appui? Bien sûr, aujourd'hui, parce que si vous voyez les constructions, c'est l'État qui investit dans les constructions. La plupart des CESCOM sont construits par l'État, et également la mise à disposition du personnel technique qui y travaille, parce que on a environ 30% des CESCOM aujourd'hui qui sont occupés par des médecins. Vous allez voir que beaucoup de médecins sont des agents mis par l'État, et aussi l'équipement technique. Le gros matériel est le plus souvent fourni par l'État. Également, la dotation initiale en médicaments, tout est fourni par l'État. Et jusqu'à présent, l'État continue vraiment à fournir beaucoup d'efforts dans la construction des CESCOM au niveau de la base. Et les agents de santé qui sont mis à la disposition de ces centres de santé communautaire sont pris en charge par qui? Par les associations ou par l'État? Il y a plusieurs cas. D'accord. On a des centres où il y a le besoin de l'État, où l'État donne des ressources humaines en complément de ce qui est fait. Mais logiquement, il est dit, quand vous créez votre association de santé communautaire, c'est vous qui prenez en charge les salaires du personnel et tout. Mais actuellement, l'État investit. Il y a aussi les collectivités qui investissent également dans la prise en charge des salaires des agents de l'État. Ils sont au niveau de CESCOM. Et vous avez recruté récemment plus de 5000 agents communautaires? Oui, en fait, c'est une recommandation des États généraux de la santé. Au Mali,
les besoins, la situation actuelle est que nous sommes à 6 personnels qualifiés pour 10 000 habitants, alors que les recommandations de l'OMS sont autour de 23 personnels qualifiés pour 10 000 habitants. Donc les États généraux de la santé ont recommandé que pour que nous puissions avoir une couverture sanitaire universelle de taille, il faudra un recrutement massif d'environ 5 000 professionnels de la santé par an. Et ces professionnels de la santé sont répartis sur tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement du CESCOM, il s'agit du CESCOM, il s'agit du centre de santé de référence des hôpitaux, parce qu'il faut une répartition équitable, et c'est des niveaux de référence, donc à tous les endroits, il faut du personnel suffisant. On a vu qu'il y a des centres de santé de référence qui seront érigés en hôpitaux du district. Est-ce qu'on peut imaginer l'érection aussi des associations, des centres de santé communautaires à un autre niveau? Mais bien sûr, déjà nous avons pris des textes pour cela. Il y a des textes depuis 2024 qui créent les conditions de relèvement des plateaux techniques des centres de santé communautaires. Quand vous êtes centre de santé communautaire et que vous avez les moyens, vous pouvez aujourd'hui faire de la chirurgie, vous pouvez faire autre activité que vous voulez faire, mais il y a des conditions qui sont définies par des arrêtés interministériels qui permettent de vous dire, si vous voulez relever tel CESCOM, il y a tel critère en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, et on vous donne l'autorisation pour le faire, après un appui de l'État. Donc cela aussi est autorisé. Et l'élection aussi en hôpitaux de district, je pense que c'est un acte qui est vraiment salutaire, parce que nous savons qu'actuellement c'est le médecin-chef du district qui couvre les deux aspects. Donc la gestion devient un peu difficile dans ce cas. Monsieur Abaki, il y a eu le sujet emploi, le sujet santé. Un mot de votre part sur ces deux aspects, rapidement, avant qu'on passe à une dernière question. D'accord. Je vais commencer par la santé pour dire que l'énergie physique mentale, la santé physique est à l'être humain, ce que l'énergie est à une entreprise de production, à une usine par exemple. Ça veut dire que le fait pour un dirigeant de mettre de l'énergie dans la santé publique est un acte de vision. Et ça, on ne peut que le saluer. Et il a bien fait de rappeler qu'il y a eu déjà des réunions des ministres de la santé. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui se fait dans ce sens-là. C'est parce qu'ils ont bien compris. Sur ce qui concerne l'emploi, je pense que la vie de l'être humain, quel qu'il soit, jeune, vieux, etc., ne prend de sens que si elle est déversée sur un secteur d'activité donné. Et donc, c'est en cela qu'il peut être un contributeur dans le processus de création de la richesse nationale. Et donc, ces genres d'initiatives qui consistent à réfléchir sur les mécanismes par lesquels on peut donner plus de moyens et de possibilités aux jeunes de créer de l'emploi et de les assumer de sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils agissent pour créer la richesse nationale sont véritablement salutaires. Une dernière question, Monsieur Abaki. On a constaté il n'y a pas très longtemps une campagne médiatique fomentée de l'extérieur, de certains pays européens, occidentaux. Et on voit aussi qu'au niveau de l'AIS, il y a une riposte qui s'organise avec la création d'organes de presse. Oui, je pense, dès le départ de mon intervention, j'avais salué le fait que d'ailleurs les dirigeants maliens, en tout cas de l'AES, aient associé la presse internationale à ces genres de rencontres. Parce que là, ils font preuve de vision. L'un des tendons d'Achille dont nous souffrons dans nos pays, c'est notre incapacité à créer des relais, des créneaux à travers lesquels on arrive à repiquer dans l'esprit des citoyens la vision du dirigeant. Et en cela, je crois que le fait pour les pays de l'AES de mettre en place une radio confédérale et une télévision confédérale montre clairement, et une agence de presse dont le siège sera à Niamey, montre clairement qu'ils ont compris que pour être efficace dans la gouvernance d'État, il faut disposer des moyens par lesquels on conquiert le mental du citoyen. On arrive à éveiller sa conscience et on le moule dans une dynamique d'ensemble. Et je pense que ce travail-là est un travail que nous devons saluer et toutes les compétences doivent pouvoir s'unir pour que ces genres d'initiatives puissent prendre. Les médias occidentaux ont été mis en place par les États européens dans un but très simple, conquérir le mental des citoyens africains. Essayer de les inhiber dans leur culture, les distraire dans des sujets qui ne leur permettent pas de provoquer le déclic d'une réflexion constructive.
Et il me semble que ces structures-là qui sont en train d'être mises en place auprès de l'AES seront des instruments de riposte, mais aussi d'éveil des consciences. Et il me semble que c'est le président Assimi Goïta qui a mieux résumé les enjeux actuels. Il a dit qu'il y a 3 formes de terrorisme. Le terrorisme sécuritaire, où les terroristes agissent pour justement perturber la quiétude des citoyens. Il y a le terrorisme économique où on désarticule les fondamentaux de nos économies pour nous maintenir dans la précarité et donc dans la dépendance, mais surtout aussi le terrorisme de communication médiatique, où vous avez vu récemment toute la propagande qu'il y a eu autour de la question de l'encerclement de Bamako, où on avait le sentiment que le pays était même invivable. Et pourtant, il n'en était absolument rien. Tout cela participait d'une stratégie qui permet d'apeurer, de semer la zizanie, l'inquiétude, aussi bien au sein des forces de sécurité et de défense que de la population elle-même. Et donc, ça crée la démobilisation. Voilà les instruments qui vont permettre désormais de construire un mental du citoyen, qui permet à ceux-là d'agir en harmonie avec la vision des dirigeants, de sorte qu'on puisse mieux contenir cette vision et donc être de vrais porteurs de projets structurants pour ce pays-là. Merci beaucoup, monsieur Luc Abaki, analyste politique. Merci également à vous, madame Diko Fatoumata Abdourahmane, présidente du comité de pilotage du Symposium national sur l'accroissement des opportunités d'emploi au Mali. Merci également à vous, docteur Koulibaly, de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Abdul Karim Kaba. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Silence de l'aube, alors que tous les Maliens dorment encore, nos défenseurs se préparent.